Donc nous allons enchaîner avec les hyperthyroïdies. Voilà. Comme son nom l'indique. C'est l'élévation, c'est une hyperactivité de la glande thyroïde ou des hormones thyroïdiennes sur leur tissu cible, plus précisément. Okay? Donc c'est par élévation de leur concentration plasmatique. Et dans sa forme libre, hein, ce sont les hormones thyroïdiennes libres qui s'élèvent dans le plasma, qui vont agir excessivement. Donc ça va donner une exagération des effets cliniques et métaboliques des hormones thyroïdiennes. Voilà. Elle a presque toujours une origine primitive, donc thyroïdienne propre. C'est la quasi-majorité des cas. Reste la cause centrale, elle est presque exceptionnelle, presque inexistante. Okay? La sécrétion de TSH est freinée par rétrocontrôle négatif. Donc quand il y a une élévation des hormones thyroïdiennes périphériques, la T3 et la T4, elles vont freiner par feedback négatif la sécrétion de TSH. Donc elles se retrouvent freinées, bloquées. Ce qui explique, si elle est bloquée, elle n'est pas sécrétée. Quand on va la doser en périphérie, au niveau sanguin, elle est indosable. Donc premier critère, TSH indosable. Il n'y a pas d'hyperthyroïdie si la TSH n'est pas indosable. Okay? Les vraies hyperthyroïdies, nous pouvons avoir des états intermédiaires, des petites hyperthyroïdies minimes où la TSH elle est un peu basse, mais cliniquement nous n'aurons pas vraiment les symptômes de l'hyperthyroïdie, sauf quelques signes non spécifiques. Okay? Il y a des exceptions, voilà, quand il y a une sécrétion inappropriée de la TSH, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est rare. Des fois, on a une sécrétion inappropriée de TSH, une hypersécrétion de TSH, ce qui va donner une augmentation de la TSH et donc une hyperstimulation de la thyroïde, donc par conséquent, hypersécrétion des hormones thyroïdiennes T3 T4. Dans les thyrotoxicoses franches, la thyrotoxicose, c'est l'expression clinique exagérée des effets des hormones thyroïdiennes. Donc une hyperthyroïdie avec une expression clinique importante. Donc le taux de T3 libre et de la T4 libre est au-dessus de la normale. C'est ce qui définit l'hyperthyroïdie. Dans les thyrotoxicoses minimes, elles sont aussi dites infracliniques, la TSH est aussi freinée, mais les taux de T3 et T4 peuvent être encore dans la limite de la normale, c'est dans les limites supérieures de la normale, mais c'est probablement les stades de début, c'est un patient qui a consulté au début de la symptomatologie. Donc T3, T4 élevé, TSH indosable ou bloqué. C'est le critère diagnostique. Alors l'hyperthyroïdie peut être due à trois mécanismes. Le premier, c'est l'augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Okay? Par la thyroïde, bien sûr. Ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie vraie. Elle est liée à l'hyperactivité de toute ou d'une partie de la thyroïde. Il peut s'agir d'une augmentation de l'activité de toutes les cellules thyroïdiennes ou bien une seule partie qui est déréglée. Voilà. Alors l'augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes s'accompagne d'une augmentation de la captation de l'iode. C'est-à-dire, puisqu'il y a eu libération, il y a demande de l'iode pour compenser cette libération, qui peut être mise en évidence par scintigraphie. C'est-à-dire la scintigraphie, vous savez, c'est une imagerie isotopique. On met des radiotraceurs et dans ce cas, c'est l'iode 123 ou l'iode 131 ou le technicien 99. Okay? Qui sont radioactifs. Donc on va les injecter, on va voir le degré de captation de la thyroïde de cette iode qui est demandé par cette glande. Donc forcément, il va se diriger au niveau de la thyroïde. S'il y a un hyperfonctionnement de la thyroïde avec hypercaptation de l'iode, elle sera marquée, on va le détecter en imagerie scintigraphique. Voilà. Ça, c'est dans le premier mécanisme, nous allons voir certaines étiologies. Donc chaque mécanisme, nous allons voir les détails étiologiques et les physiopathologiques de chaque
étiologies. La première étiologie dans ce premier mécanisme qui est l'augmentation de la synthèse d'hormones thyroïdiennes, nous retrouvons la maladie de Basedow. C'est la plus fréquente, c'est la pathologie typique de l'hyperthyroïdie. Alors toutes les cellules thyroïdiennes sont stimulées par des anticorps qui activent le récepteur de la TSH. Okay? Donc, il y a des anticorps, des auto-anticorps dirigés contre la TSH, ce qu'on appelle les anticorps anti-TSH ou les TRAC, qui ressemblent à la TSH elle-même, qui vont se fixer sur le récepteur de la TSH. Ils ont une affinité à ces récepteurs et ils vont le stimuler. Donc ça va provoquer une hyperthyroïdie. Donc ça va stimuler les récepteurs de la périphérique de la TSH. Et la scintigraphie, elle va montrer une captation sur toute la thyroïde. Donc une captation homogène. Ça va nous montrer aussi la présence d'un goitre. Il y a un goitre, mais là on est sur le plan physiopathologique. Donc nous avons toutes les cellules thyroïdiennes qui sont stimulées par des anticorps, des auto-anticorps dirigés contre la TSH et qui ont une affinité avec le récepteur de celle-ci, de la TSH. Donc ils vont activer la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc la sécrétion des hormones thyroïdiennes va augmenter la demande en iode, donc une captation à la scintigraphie homogène, diffuse, bilatérale et symétrique de la thyroïde. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le nodule toxique. Il y a un seul nodule, donc une petite tumeur bénigne en général, de la thyroïde. Donc il n'y a que cette partie de la thyroïde qui est en hyperfonctionnement, en hypersécrétion. Pourquoi il est toxique? C'est parce qu'il va éteindre, il va prendre toute l'énergie de la thyroïde, la concentrer sur ce nodule, cet endroit. Le reste du parenchyme, il est pratiquement presque en hypothyroïdie. Il ne fonctionne pas. Sinon, soit on a un nodule toxique unique, sinon on peut avoir plusieurs nodules. Ce sera le goitre multinodulaire toxique. C'est le même principe du nodule toxique, mais ils sont multiples. Alors, seules les cellules de ces ondes-là, qui sont tuméfiées, qui sont en hyperactivité. Donc, vous devinez que si on fait une scintigraphie, vous remarquez bien que la scintigraphie, on n'en a pas parlé dans les hypothyroïdies. Alors, elle n'a plus d'indication dans les hypothyroïdies. Okay? La scintigraphie, elle est indiquée seulement dans les hyperthyroïdies. Okay? Et donc, parce que ça va nous renseigner sur le degré de captation d'iode par ces cellules. Voilà, et ça se produit notamment dans les hyperthyroïdies. Donc la scintigraphie va se fixer sur ces cellules qui sont en hyperactivité et qui sont avides à l'iode. Voilà, donc soit nous aurons une fixation d'une seule zone, voilà, et le reste, il n'y a pas de fixation parce qu'elles sont au repos. Okay? Sinon, nous aurons plusieurs, quand il y a multinodulaire, nous allons voir plusieurs fixations avec une extinction du reste du parenchyme. Okay? Voilà. Troisième étiologie dans le premier mécanisme, c'est la surcharge en iode. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'iode peut donner une hypothyroïdie par l'effet Wolff-Chaikoff, mais par inhibition de la fabrication des hormones thyroïdiennes, mais ça peut augmenter puisque c'est le substrat de base de fabrication des hormones thyroïdiennes. Alors la thyroïde peut l'utiliser simplement et elle augmente la synthèse des hormones thyroïdiennes. Okay? Ce qu'on appelle la maladie de Basedow latente. Okay? Mais c'est-à-dire un Basedow latent sans auto-anticorps. Okay? La scintigraphie, des fois il y a d'authentiques Basedow, mais qui ne sont pas encore exprimées cliniquement. Alors quand on donne une surcharge iodée, cette hyperthyroïdie va s'exprimer. Donc ça peut déclencher la maladie de Basedow. La scintigraphie, là, elle peut apparaître blanche, puisqu'il n'y a pas une hyperactivité, et les cellules ne sont pas avides à l'iode. Elles n'utilisent que la partie apportée par voie exogène. Donc,
puisqu'elles ne sont pas en hypercaptation, on peut ne rien trouver à la scintigraphie. Les thyrotoxicoses liées à une augmentation de la synthèse d'hormones thyroïdiennes sont sensibles aux antithyroïdiennes de synthèse, ce qu'on appelle les ATS, qui vont agir en inhibant l'enzyme la thyroperoxydase. Nous allons voir ça dans la partie thérapeutique. Donc la TP, la thyroperoxydase, c'est une enzyme elle est limitante dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. En cas de surcharge iodée, l'efficacité des antithyroïdiens de synthèse elle est diminuée parce que la surcharge iodée ne passe pas par cette enzyme. Et les antithyroïdiens de synthèse, qui est le traitement de choix, agissent sur cette enzyme, tout simplement. Voilà. Le deuxième mécanisme, donc le premier mécanisme, c'est l'augmentation de la production des hormones thyroïdiennes par les cellules thyroïdiennes. Le deuxième mécanisme, c'est la destruction des vésicules thyroïdiennes avec libération d'hormones thyroïdiennes préformées. Donc vous voyez déjà, par exemple dans le thyroïdite de K20, nous avons une destruction, mais qui passe par l'hyperthyroïdie, puis elle arrive à l'hypothyroïdie. Voilà, pour la même pathologie. Donc on peut avoir des mécanismes intriqués. Donc ce mécanisme, dans ce cas, il n'y a pas de synthèse exagérée d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde ne fonctionne pas. Alors au sens strict, on ne devrait pas parler d'hyperthyroïdie, seulement de thyrotoxicose, parce que cela veut dire que la thyroïde va larguer d'un seul coup son contenu, après destruction des cellules. Il y aura des symptômes d'hyperthyroïdie, puis carrément après épuisement, il n'y aura plus d'effet. Donc ce n'est pas vraiment une hyperthyroïdie persistante. Donc c'est un stade d'hyperthyroïdie transitoire, en vérité. Et un autre mécanisme, toujours dans ce chapitre, c'est la destruction vésiculaire qui peut être due à une infection virale. On appelle les thyroïdites subaiguës, comme 2-Carvin. Ou à un phénomène auto-immun, comme les thyroïdites subaiguës auto-immunes. Les thyroïdites silencieuses, les thyroïdites induites par l'interféron qu'on a vu dans les hypothyroïdies. Alors vous voyez que, mais dans ces thyroïdites, ça passe par l'hyperthyroïdie, je me répète, puis ça va vers l'hypothyroïdie. Voilà. La scintigraphie thyroïdienne ne montre aucune fixation dans ce cas, ce qu'on appelle une scintigraphie blanche. Parce que tout simplement, les cellules sont détruites, elles ne fonctionnent pas, donc elles ont relargué leur contenu, elles ont donné l'hyperthyroïdie, puis elles sont freinées actuellement, sont en repos, donc elles ne vont pas capter l'iode. Donc on aura une scintigraphie blanche. Les antithyroïdiennes de synthèse, ils sont inefficaces dans ce cas, parce que ça ne passe pas par la thyroperoxydase. Il y a l'administration exogène d'hormones thyroïdiennes. C'est le troisième chapitre, pardon, je me suis trompé. Alors, soit elles peuvent être iatrogènes, donc le traitement par lévothyrox excessif si on a mal dosé le patient. Si par exemple le patient nécessite 100 microgrammes ou 75 et on lui a donné plus. Donc, et ça, on peut tomber, on va forcément tomber dans l'hyperthyroïdie. Elle peut être volontaire, par prise des fois. Il y a des jeunes filles qui veulent maigrir, qui prennent les hormones thyroïdiens qui font maigrir et elles ne savent pas manipuler ces médicaments, elles peuvent tomber dans l'hyperthyroïdie. Voilà. Des fois des visées suicidaires, mais c'est assez rare, parce que ce sont des hormones d'action très lente, donc ce sont surtout dans un cadre d'amaigrissement, d'esthétique. Voilà. Alors là aussi, la thyrotoxicose sans hyperthyroïdie, on a des symptômes cliniques de thyrotoxicose, d'hyperthyroïdie. Mais cliniquement, mais biologiquement, si on va rechercher, on ne va pas retrouver des T3, T4 élevés, une TSH bloquée. Sinon, des fois, des T3, T4 libres ou la T4 seule, elle est élevée, qui est un résidu des hormones relarguées par ces cellules détruites. Mais la TSH, elle n'est pas vraiment bloquée, parce que c'était transitoire. Voilà. Alors donc là aussi il y a une scintigraphie blanche et les ATS sont inefficaces, les antithyroïdiennes de synthèse. Voilà, donc en scintigraphie, voilà. Donc vous avez cliniquement des symptômes, nous allons voir les symptômes de l'hyperthyroïdie. Vous suspectez une hyperthyroïdie, vous demandez un bilan, alors vous allez trouver une TSH bloquée. Voilà. Dans les hyperthyroïdies franches, proprement dites. Sinon, si vous avez une TSH
limite ou normale, avec forte suspicion clinique, vous pouvez trouver une T4 élevée. Et là, c'est pas une hyperthyroïdie proprement dite, c'est des états transitoires qui vont passer par la suite vers l'hypothyroïdie. Ce qui nous intéresse sont les hyperthyroïdies vraies, notamment la maladie Basdo, le nodule toxique, le goitre multinodulaire et les hyperthyroïdies chroniques induites par l'iode. Okay? Les destructions sont des états transitoires. Okay? Donc vous voyez en scintigraphie ce que nous allons retrouver. Donc on injecte de l'iode. Alors nous avons une fixation bilatérale homogène avec une augmentation du volume de la thyroïde, ce qu'on appelle un goitre. Okay? C'est typique dans la maladie de Basdo. Dans le nodule toxique, ce qu'on appelle le drapeau japonais, donc nous avons la fixation du nodule, et le reste c'est un parenchyme qui est éteint. Il n'y a pas de fixation. Alors que le parenchyme normal, normalement nous avons une grille ici. On a une petite fixation, mais c'est en gris. C'est pas très noir comme ça, mais c'est pas blanc non plus. C'est des états intermédiaires. Ce qu'on appelle en drapeau japonais, comme le drapeau japonais, avec un cercle plein à l'intérieur. Voilà. Le goitre multinodulaire, donc tous les nodules qui sont en hypersécrétion, hyperfonctionnement, ils vont fixer. Le reste, il est éteint. Le reste des états d'hyperthyroïdie donnent une scintigraphie blanche, sans fixation. Voilà. Voilà. Donc les étiologies, on va les reprendre avec quelques détails. La première, les étiologies avec le mécanisme d'augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, on a dit que le chef de file, c'est la maladie de Basdo. C'est une maladie auto-immune. On dit que elle est caractérisée par l'élaboration d'autanticorps antirécepteurs de la RTSH, on appelle les TRAC ou les anticorps anti-RTSH, okay, qui ont une affinité avec le récepteur de la TSH, donc ils vont le stimuler et vont induire la sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Et là, c'est une hyperthyroïdie chronique. Okay? Donc ça ne dépend ni de durée ni de profondeur, c'est une hyperthyroïdie chronique qui demande à être diagnostiquée et traitée. Voilà. Et elle ne peut pas disparaître spontanément, parce que cette production auto-immune, elle continue dans le temps. Et si elle n'est pas traitée, elle va conduire à un état de thyrotoxicose, donc des fois avec cardiothyréose, atteinte cardiaque, etc. Et les conséquences peuvent être graves. Il faut rechercher aussi le goitre quand on a une hyperthyroïdie clinique, puis confirmée. On voit des signes d'hyperthyroïdie. À la palpation, il faut rechercher une augmentation du volume de la thyroïde. Si elle est homogène, c'est-à-dire les deux lobes sont augmentés. Si juste une partie qui est augmentée, pour essayer de palper un nodule ou plusieurs nodules si c'est possible. Voilà, donc la thyroïde à l'état normal, elle n'est pas palpable. Donc si elle augmente sa taille, son volume, elle le devient. Et donc ce qu'on appelle un goitre. Il faut essayer de rechercher la vascularisation en auscultant la thyroïde. Puisqu'elle est en hyperfonctionnement, elle va faire appel à plus de vascularisation et on peut avoir des souffles à l'intérieur de la thyroïde. Ça, c'est cliniquement, qui peuvent être confirmés par voie échographique. Alors, dans le Basdo, toutes les cellules captent de l'iode. Donc, la scintigraphie, on l'a vu, elle a une fixation de toute la glande thyroïdienne avec une augmentation de sa taille. Alors, l'auto-immunité thyroïdienne ne se limite généralement pas aux anticorps anti-RTSH. On peut retrouver aussi des anticorps anti-TPO, comme dans la thyroïde de Hashimoto, anti-thyroperoxydase, ou les anti-TG, anti-thyroglobuline. Okay? Surtout l'anti-TPO. Alors, si la patiente ou le patient est opéré, l'examen de la thyroïde montre un infiltrat lymphocytaire. C'est-à-dire, après une intervention, une thyroïdectomie, on fait l'anapathe et on retrouve souvent un infiltrat lymphocytaire, une thyroïdite lymphocytaire avec hyperthyroïdie, ce qu'on appelle la maladie de Basdo. Alors, 30% des cas ont aussi une exophthalmie. L'exophthalmie, c'est
le fait que les yeux deviennent saillants, ils essayent de sortir, ils sont plus saillants de leur orbite. On l'appelle avec un terme plus technique, c'est l'orbitopathie basdovienne. Okay. Il s'agit d'une pathologie qui touche initialement les muscles orbitaires qui sont épaissis par infiltration et la graisse rétro-orbitaire, donc par hypertrophie de la graisse rétro-orbitaire qui vont repousser les yeux vers l'avant. Donc leur prolifération de ces cellules sont stimulées par le même mécanisme que anticorps d'affinité des anticorps à ces cellules. Donc ça va donner des yeux saillants. Nous allons voir quelques iconographies. Alors l'évolution spontanée de la maladie de Basedow se caractérise par des poussées et le nombre et la durée sont variables. Okay. 50%, c'est-à-dire la moitié des patients, ne font qu'une seule poussée d'une durée inférieure à 18 mois. C'est-à-dire 18 mois, c'est déjà quelque chose. C'est très long. La poussée, elle est très longue. Il faut le traiter, il faut le rattraper, le traiter. Sinon, il peut garder des séquelles, par exemple, leurs yeux. S'il n'est pas traité précocement, il peut garder cette exophtalmie. Ça va le déformer. Et c'est criminel de ne pas le diagnostiquer parce que c'est l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, elle est très facilement diagnosticable. Voilà, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, vous avez une augmentation du volume de la thyroïde homogène des deux lobes, bilatéral et symétrique. Ici, nous avons une augmentation, un goitre, là c'est un goitre homogène, là c'est un goitre hétérogène, voyez, prédominant sur le lobe droit. Un goitre, c'est pas une hypo ou une hyperthyroïdie. Le goitre, c'est l'augmentation du volume de la thyroïde. Okay. Parce que des fois, des patients se présentent en consultation, ils vous disent, moi j'ai été suivi pour un goitre, alors qu'en vérité, il n'avait pas de goitre, il avait une hypothyroïdie, probablement. Okay. Donc juste pour ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Ça, c'est l'exophtalmie que vous voyez ici. Vous voyez ici que les yeux sont saillants. Hein. Il y a une difficulté de fermeture des paupières. Ou comparé avec de préférence avec une photo d'identité ancienne, voilà. Et des fois, ça s'accompagne avec une rougeur des yeux. Voilà ce qu'on appelle l'orbitopathie basdovienne. Okay. Donc la première étiologie, c'est la maladie de Basedow. La deuxième, c'est le nodule toxique. Nous l'avons vu. Donc c'est une tuméfaction localisée du tissu thyroïdien. Ça donne un nodule, donc une augmentation, une tumeur à l'intérieur, tumeur bénigne, avec hyperfonctionnement, en hyperactivité. La scintigraphie, donc le profil biologique clinique, il est semblable. Le profil biologique, toujours T3, T4 élevé, TSH bloqué ou indosable. En dosable, vous allez trouver moins de 0,01. C'est ça le indosable, on ne peut pas la doser. Et sur le plan scintigraphique, nous retrouvons une scintigraphie en drapeau japonais qu'on a vu tout à l'heure. Donc une fixation unique, arrondie, et le reste avec extinction du reste du parenchyme. Okay. Donc lorsque la tumeur est suffisamment volumineuse, plus de 2 cm, la sécrétion d'hormones thyroïdiennes est suffisante pour entraîner une thyrotoxicose. Donc, cliniquement, les symptômes sont très exagérés. Et nous allons voir les signes cliniques. Voilà. Ce que nous retrouvons en scintigraphie, donc un nodule toxique, c'est l'image en drapeau japonais. Il est hyperfixant avec extinction ou absence de fixation sur le reste du parenchyme. Okay. Donc après chirurgie, après traitement, le traitement en général est chirurgical, même si extraction du nodule, des fois le reste du parenchyme est tellement freiné qu'il ne va pas reprendre, même s'il n'est pas pathologique. C'est ça le problème dans les hyperthyroïdies, contrairement aux hypothyroïdies. Troisième étiologie, dans le premier chapitre qui est l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, c'est le goitre multinodulaire. Donc c'est le même principe du nodule toxique, mais là il y a plusieurs nodules avec une gravité souvent moindre, c'est-à-dire les symptômes ne sont pas très marqués. Très souvent nous n'avons pas de thyrotoxicose. Donc, la thyroïde elle est en hyperplasie. Donc ça donne un goitre hétérogène à la palpation, des fois latéralisé à droite ou à gauche. Elle comprend plusieurs adénomes toxiques
Voilà, la scintigraphie montre une fixation de plusieurs nodules avec extinction du reste du parenchyme. Ok. Il y a le goitre secondairement toxique ou basoïfié, donc il y a un goitre qui était simple, il y a une augmentation de la taille de la thyroïde, et secondairement, des fois après apport de diode ou d'autres circonstances ou d'hormones thyroïdiennes, il peut se devenir comme une maladie de base d'eau. Sinon, il est tellement multinodulaire que ces nodules vont fusionner et ils vont prendre toute la thyroïde et ça va donner l'aspect d'une maladie de base d'eau. Donc c'était un goitre multinodulaire base d'eau qui va donner l'aspect de maladie de base d'eau par la suite à la scintigraphie. Cliniquement, c'est la même chose avec souvent exagération des symptômes après qu'ils deviennent un goitre base d'eau. Donc premier mécanisme, et ces étiologies nous avons vu. Deuxième mécanisme, c'est la destruction vésiculaire qu'on a vu en physiopathologie. Les étiologies, la thyroïdite subaiguë de Carvin, c'est la plus importante dans ce chapitre et elle est fréquente parce qu'elle survient après notamment un épisode viral. Vous voyez, un épisode viral avec un syndrome grippal précédent, destruction, une atteinte directe du parenchyme thyroïdien, destruction, largage d'hormones thyroïdiennes, donc on aura une hyperthyroïdie subaiguë qui va durer quelques semaines, mais souvent elle est transitoire. Là, puisqu'il y a une étiologie infectieuse, on a de la douleur, des signes inflammatoires. Nous avons de la douleur importante au niveau du cou, nous avons de l'hyperthermie, et là, parce qu'il y a la libération du contenu complet de ces cellules. Donc il y a une réaction de l'organisme. Dans les thyroïdites, il y a de l'inflammation locale, mais avec libération des hormones thyroïdiennes seulement. C'est pour cela que nous n'avons pas de signes d'inflammation généraux, de la fièvre, etc. Pour celui qui a posé la question. Ou celle. Alors, par contre, ici, il y a une destruction vésiculaire. Donc les vésicules libèrent tout leur organisme excessivement. Ça va donner l'hyperthyroïdie et ça va donner une réaction inflammatoire biologique. Okay. La douleur, elle est importante. Basie entérobasale au niveau du cou, avec irradiation des fois au niveau auriculaire. Elle est réveillée par la palpation de la thyroïde. Des fois, elle se calme et quand on palpe le patient, ça donne une douleur vive, qui est hypertrophique. Donc, nous avons un goitre dans ce cas aussi, qui est hétérogène et parfois nodulaire. Nodulaire, c'est-à-dire nous allons palper des nodules à la palpation. Il faut bien sûr apprendre à palper la thyroïde. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Si vous palpez, à chaque fois que vous palpez un nodule, il y a la mémoire de la main. Vous n'allez jamais l'oublier. Okay? Et ça devient de l'expertise avec le temps. Faites-le dès que vous aurez l'occasion de le faire, dès que vous repreniez vos stages. L'atteinte thyroïdienne, elle évolue en 3 phases dans la thyroïdite de Carvin. D'abord, la thyrotoxicose, c'est l'hyperthyroïdie. Et rappelez-vous que c'est transitoire et ça va basculer vers l'hypothyroïdie transitoire. Et dès qu'il y a régénération, après diminution de l'inflammation, parce que nous allons traiter cette inflammation, nous allons la freiner, et il y aura une disparition de l'agent causal, notamment viral, et il y a régénération des vésicules thyroïdiennes, et ça peut redevenir vers le thyroïdie, c'est-à-dire un état fonctionnel thyroïdien normal. Les thyroïdites iatrogènes, la thyroïdite subaiguë, deuxièmement, B, c'est le B, là, je me suis trompé, c'est les thyroïdites iatrogènes liés à l'interféron qu'on a cité tout à l'heure. Alors l'interféron peut aussi être responsable de thyrotoxicose par hyperthyroïdie basodovienne. Ça peut provoquer un mécanisme auto-immun et déclencher une maladie de base d'eau qui est sainte. Il peut être aussi, on l'a cité, dans les étiologies, des hypothyroïdies. Ça peut freiner la fabrication des hormones thyroïdiennes. Vous voyez que des fois la même étiologie donne soit une hypothyroïdie, soit une hyperthyroïdie, soit l'une après l'autre. Voilà. Alors, il y a les thyroïdites iatrogènes liées à l'amiodarone, la cordarone, qui est un médicament à base d'iode, bien sûr. Donc, et cette iode va soit donner une augmentation de la fabrication des hormones thyroïdiennes, sinon, il y a l'effet de Wolff-Chaikoff, et donc, ça va freiner la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et ça donne l'hypothyroïdie, contrairement à ce cas ici, qui est l'hyperthyroïdie. Cliniquement, qu'est-ce que nous allons retrouver?
c'est les signes d'hyperactivité des hormones thyroïdiennes. Alors les signes les plus fréquents sont l'hyperactivité, parce que le monsieur il est en hyper, ou la dame, et ils sont en hypermétabolisme. Donc tout est accéléré, on est en tachycardie. Il est excitable neurologiquement, donc recherchera tout le temps, il ne supporte pas le repos, de rester sur place. Mais paradoxalement, il est fragile émotionnellement et peut être agressif, très nerveux, agressif. Il y a eu des agressions à cause des hyperthyroïdies méconnues, non traitées. Il peut y avoir carrément des crimes des fois. Et quand on recherche, on retrouve une hyperthyroïdie qui n'a pas été diagnostiquée ou traitée. Nous avons aussi un amaigrissement important de plusieurs kilos en quelques mois. L'exophthalmie qu'on a vu tout à l'heure. L'hyperthermie par augmentation du métabolisme, bien sûr. L'insomnie, parce qu'il y a l'hyperactivité, le monsieur ne se fatigue pas ou la dame. Le patient, il ne se sent pas fatigué, il a assez d'énergie, donc il ne va pas se fatiguer, il ne va pas se sentir fatigué. Donc souvent, il y a une insomnie très gênante, très marquée. Il y a aussi l'hyperactivité sexuelle. Donc soit l'homme, c'est l'homme. Des fois la femme en souffre, et inversement, des fois la femme elle est en hyperactivité sexuelle et son mari ne peut pas la satisfaire, et ça peut, vous devinez que les deux peuvent provoquer des problèmes conjugaux. Des fois c'est ça qui les amène à consulter, s'ils négligent les autres, et quand vous traitez, ça soulage le couple. Voilà. Biologiquement, qu'est-ce qu'on nous retrouvons? On retrouve une TSH qui est indosable ou bloquée, avec des T3 et T4 qui sont élevés. Alors dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On dose une TSH et une T4. Si la TSH est bloquée et la T4 libre est élevée, ça suffit au diagnostic. Si la T4 libre est normale, là on va doser la T3 qui est la fraction active des hormones thyroïdiennes, qui peut confirmer le diagnostic par la suite. Sinon, si l'hypothyroïdie, on peut avoir une hypothyroïdie infraclinique si la TSH elle est bloquée, indosable, et la T3 et la T4 elles sont normales. Okay. Comment on va prendre en charge? Donc nous avons reçu un patient qui présente ces symptômes cliniques, des fois tous, des fois une partie de ces signes. Nous suspectons une hyperthyroïdie. Nous faisons un bilan qui est simple, c'est la TSH et la T4. TSH élevé, T4 basse, plutôt l'inverse. TSH bloqué, T4 élevé. Parfois, elle est normale, donc on dose la T3 qui est élevée. Diagnostic on fait une scintigraphie. L'échographie aussi peut prendre sa place, juste pour rechercher s'il y a des adénopathies satellites, pour voir les caractéristiques des nodules. Mais l'examen clé, c'est la scintigraphie, voir si c'est une fixation globale homogène, c'est une maladie de base d'eau, avec présence d'anticorps anti-RTSH et des fois anti-TPO, c'est important. Sinon, on peut avoir une scintigraphie avec un seul nodule fixant ou plusieurs nodules fixants, extinction du reste du parenchyme. Dans les autres étiologies, rappelez-vous, nous avons une scintigraphie blanche sans fixation aucune, et c'est dû au fait que les cellules thyroïdiennes ne sont pas avides en iode, du fait que ce sont souvent des hyperthyroïdies transitoires avec relagage du contenu vésiculaire, puis elles tombent en hypothyroïdie. Donc de ce fait, la scintigraphie, elle est blanche et souvent inutile. Voilà. Donc le traitement qu'on fait, il y a des mesures thérapeutiques qui vont diminuer les effets des hormones thyroïdiennes, sont ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Voilà. Le premier, c'est le repos. C'est des patients d'hyperactivité. Des fois, ils s'épuisent. Après plusieurs semaines d'hyperactivité, ils s'épuisent. Il faut réhydrater les patients parce qu'ils consomment beaucoup, il y a de l'énergie, il y a de la sudation. Des fois, ils ne compensent pas les volumes hydriques consommés. Notamment, il ne faut pas oublier les personnes âgées. On peut utiliser les sédatifs, les benzodiazépines, s'il y a de l'anxiété et du stress, si c'est nécessaire. Mais il ne faut pas les prescrire d'une durée supérieure à un mois. Voilà. On peut utiliser bêta-bloquants parce que les bêta-bloquants inhibent la transformation de T4, la conversion de T4 en T3. Donc du coup, ça va diminuer la fraction active qui est la T3 et ça va aider à traiter l'hyperthyroïdie.
Ça aussi, ils ont un effet chronotrope négatif, donc bradycardisant pour traiter la tachycardie présente chez ces patients. Le traitement de fond, c'est les médicaments qui inhibent la production des hormones thyroïdiennes, notamment les antithyroïdiennes de synthèse. Le chef de file, c'est le carbimazole, le néomarcazole. Il est dosé à 5 mg et à 20 mg. Le deuxième, qui est aussi disponible en Algérie, c'est le benzylthiouracil, c'est le Basden, dosé à 25 mg. Et le premier, il est utilisé quotidiennement. Le deuxième, il est utilisé d'une façon hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et le troisième, c'est le propylthiouracil, le PTU. Il est utilisé en milieu hospitalier. Il n'est pas très souvent utilisé. Leur mode d'action, c'est l'inhibition de la thyroperoxydase, qui est l'enzyme de contrôle et de l'incorporation de l'iode dans les résidus thyroïdiens. Donc, si on va priver on va bloquer cette mécanisme d'incorporation d'iode sur les résidus tyrosine, de la thyroglobuline, et donc la thyroglobuline elle va rester en son état, on n'aura plus d'hormones thyroïdiennes, donc ça va bloquer la fabrication de ces hormones et ça va régler le problème. Il y a le deuxième type de médicaments, ce sont les autres médicaments qui vont inhiber la production d'hormones thyroïdiennes. Ils sont beaucoup moins utilisés, notamment l'iode instable, ce qu'on appelle le Lugol, peut être utilisé des fois pour des examens diagnostiques, voilà, donc il va inhiber transitoirement la synthèse hormonale par effet de Wolff-Chaikoff, qui peut être utilisé, qui peut être un effet secondaire dans d'autres cas, ok, et qui peut provoquer bien sûr les hypothyroïdies dans l'autre cas. Alors là, on va exploiter l'effet secondaire qui est l'effet Wolff-Chaikoff de l'iode pour traiter une hyperthyroïdie. Voilà, et la ramener en hypothyroïdie puis en euthyroïdie. Voilà. Les corticoïdes peuvent être très utiles, notamment dans la thyroïdite de 2-Ker20, voilà, mais aussi parce qu'ils inhibent la conversion T4-T3 comme les bêta-bloquants, voilà, et ils inhibent l'inflammation et la destruction vésiculaire. Voilà. Donc, soit dans la thyroïdite de 2-Ker20 ou bien dans les thyroïdites induites par l'amiodarone. Voilà. Le perchlorate de potassium inhibe la captation iodée et les sels de lithium inhibent la sécrétion de T4. Voilà. Probablement c'est la dernière plaque. Donc le traitement par l'iode 131, c'est ce qu'on appelle l'irathérapie, utilisée en alternative à la chirurgie dans la maladie de Basedow. Voilà. Il faut savoir que dans la maladie de Basedow, on traite médicalement, après obtention de l'euthyroïdie, maladie de Basedow et le nodule toxique, le goitre multinodulaire. Alors il y a une plaque apparemment qui a sauté, qui contient la chirurgie. Donc après, on les traite. L'objectif, c'est de les ramener en euthyroïdie entre 0,5 et 2,5 pendant quelques mois. Le traitement peut durer de 12 à 18 mois, traitement médical. Quand on arrive à l'euthyroïdie, il faut programmer le patient à la chirurgie. On fait une thyroïdectomie le plus souvent totale. Des fois, nous avons des contre-indications, une indisponibilité de la chirurgie, nous pouvons utiliser l'irathérapie. Okay? On va irradier ces cellules en hyperfonctionnement pour les freiner. Voilà. Nous avons terminé. Alors sur le support que je vais mettre, je vais rajouter la plaque sur la chirurgie, mais ce que je viens de dire, c'est le plus important. Voilà. Donc rapidement, nous allons voir pas de questions jusqu'à maintenant. Nous allons voir un TDD des antidiabétiques injectables rapidement en un quart d'heure. Si vous avez des questions, profitez-en maintenant.